Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez, c'est votre tête-à-tête avec Jean-Emmanuel Pierre. Euh, Aimer, partager, échanger avec nous, c'est le but de ces chroniques, de ces podcasts. Contrat social ou contrat de domination suprémaciste, c'est ce que je vous propose cette semaine, revisiter un texte majeur qui a marqué tout un tournant dans la dynamique de modernisation de la politique. Du contrat social ou principe du droit politique de Jean-Jacques Rousseau est un texte majeur. Il parle de souveraineté, il parle de liberté, d'égalité, de volonté générale. On classe d'ailleurs le contrat social de Jean-Jacques Rousseau dans la catégorie de philosophie politique ou philosophie sociale. Mais on pourrait classer ce texte dans les deux, de la philosophie politique et de la philosophie sociale. La relecture du contrat social que je vous propose est à la lumière du texte de Charles Mills, qui oppose, en réponse au contrat social, un contrat racial. La relecture donc qu'on va faire ensemble est à partir du texte de Charles Mills, qui expose les failles du contrat social qui est avant tout un contrat racial, selon lui. Ce contrat a façonné le système de domination européenne qui fait exister les Blancs en tant que personnes à part entière et les non-Blancs en tant que sous-personnes. Charles W. Mills place la justice raciale au centre de ses analyses. Réfutant l'idée du contrat social, Mills évoque plutôt le contrat racial ou l'ordre racial créé dans la perspective de forger des assises, les assises de nos sociétés. La reconduction des privilèges et la domination raciale, la domination de certaines classes. Du contrat racial, le contrat racial a été publié en 1997 aux États-Unis. Donc il y a à peu près 25 ans. C'est un livre monument qui est traduit en français pour la première fois et c'est traduit par Ali Ndiaye, alias Webster, avec qui nous avons le plaisir d'échanger aujourd'hui autour du contrat racial. C'est avec plaisir aujourd'hui que je reçois en tête-à-tête avec Jean-Emmanuel Webster. D'abord, je vais commencer par le commencement. Comment vous appelez, comment vous présentez? Est-ce que dans un contexte qui soit en dehors du contexte artistique, parce que vous faites beaucoup de choses, est-ce que c'est Webster que je présente ou Ndiaye? Ouais, en fait, je dirais tout ça est un peu devenu une seule entité. Donc, c'est Alindiai alias Webster, mais le pseudonyme Webster est utilisé dans tous les cadres. Donc, je dirais le premier qui vous passe en tête, là, ça me convient. Absolument. Bon, alors, Webster, la première chose que je pense qui est important, c'est de situer un travail colossal qui a été présenté par Mills il y a de cela un peu plus de 25 ans. Et vous êtes revenu sur ce travail dans la traduction que vous avez faite dans la publication à mémoire d'Encrier. Et ça nous ramène à une démarche fondamentale. C'est le contrat racial de Mills qui est en fait une réponse plusieurs siècles après au contrat social
qui avait été présentée. Et cette lecture, cette nouvelle lecture à la fois du contrat social, mais cette lecture, cette relecture de Mills à la faveur de cette traduction que vous avez faite, donne une perspective intéressante dans un contexte mondial où les revendications de l'homme noir reviennent. D'abord, pourquoi cet intérêt pour le livre pourquoi traduire le livre de Mills? C'est qu'en fait, j'ai lu Mills un peu par hasard. Je préparais un panel pour l'UNESCO à propos de l'impact de la COVID-19 sur les communautés racisées. Et puis, je suis tombé par hasard sur une phrase dans un article qui nommait le contrat racial de Charles Mills. Et tout de suite, connaissant le contrat social, je me suis dit, ah, c'est intéressant, qu'est-ce que ce contrat racial? Et donc, c'est ainsi que je suis tombé sur cette lecture que j'ai dévorée et que j'ai trouvé tellement intéressante parce que soudainement, il mettait des mots sur des choses que je ressentais, que je vivais, que je lisais aussi. Mais il a pu donner un cadre conceptuel peut-être plus clair. C'est-à-dire, tu sais, on parle de racisme systémique, on parle d'histoire aussi, des inégalités liées à l'histoire, liées à l'esclavage, liées au génocide des Autochtones dans les Amériques. Et donc, c'est comme si il permet de mettre tout ça dans un cadre conceptuel, ce qu'il appelle le contrat racial. Finalement, comment la société moderne a été bâtie sur les corps racisés, sur les corps non blancs. Et donc, quand je l'ai lu, je me suis rendu compte qu'il n'avait jamais été traduit en français. Et je voulais que l'impact que ce livre-là a eu sur moi, je voulais qu'il puisse se démultiplier, puisse avoir un impact sur plus de gens encore. Et donc, je me suis dit, ce livre doit vivre en français et je veux pas attendre. Tu sais, souvent, les gens disent, ah, on va lancer ça dans l'univers et on attend que ça retombe à quelque part. Mais je dis, non, moi, je vais juste le prendre, je vais le traduire. Et heureusement que je savais pas c'était quoi le métier de traducteur parce que je sais pas si je l'aurais fait en sachant toute la charge de travail, mais je suis très fier de l'avoir fait. Absolument. Et ce qu'il faut souligner, cette relecture au Québec, parce qu'il faut rappeler que l'utilité de votre démarche au Québec, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont avoir accès à ce travail. Euh, Vous avez évoqué le contrat social, mais en fait, le contrat racial est une réponse au contrat social qui était un exercice présenté de la manière présentée par Mills, qui était un exercice euh, qui pouvait à la limite donner la bonne conscience et éviter de poser des vrais problèmes comme le problème de l'esclavage, comme d'autres problèmes d'inégalité sociale qui se posaient, et quelque part confirmer la suprématie d'une race. Oui, tout à fait. En fait, le contrat social est né au 18e siècle, au siècle des Lumières européens, où est né un peu le concept de la personne morale, la valeur de l'individu, de la personne, euh, par rapport au siècle passé et le régime féodal où toute personne naissait dans une place assignée. Mm-hmm. Et donc, avec ces philosophes des Lumières, disaient non, c'est pas vrai, toute personne est égale. Et voici comment on devrait percevoir nos places en société. Mais bien sûr, toute personne égale dans la tête de ces gens-là, ben, ça équivalait à l'homme blanc. Et donc, les femmes n'étaient pas incluses dans le calcul, les personnes non blanches n'étaient pas incluses dans le calcul. Donc, on fait naître la personne morale, mais en même temps, on fait naître la sous-personne. Très bien. Parce que le constat que Mills pose, c'est, dit, mais comment est-ce qu'on peut parler d'égalité quand il y a une partie de la population planétaire qui est réduite en esclavage? Une Mm-hmm. partie de la population planétaire dont on vole les terres parce qu'on les, on les voit comme pas comme étant des personnes à part entière. Et donc, ce que Mills dit, mais eux, ils arrivent à ce constat-là
Parce que justement, dans leur tête, il n'y a personne et sous personne. C'est quelque chose qui est tellement acquis, qui est, j'allais dire qui n'est pas nommé à nulle part, mais c'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens comme Emmanuel Kant qui ont porté ce concept-là de personne de sous personne, de hiérarchisation des races, de la notion de race. Et cette notion-là, elle naît exactement à la même époque. C'est-à-dire que les divisions dites raciales naissent au 18e siècle. Et donc, Et que se d'autres dit plus tard vont reprendre comme Gobineau pour asseoir des théories sur effectivement la hiérarchisation des races. exactement. Et donc, le contrat social, c'est cette manière de voir comment est-ce que l'être humain serait passé de l'état de nature à l'état politisé, à Mm. l'état politique. C'est-à-dire comment les gens ont créé les sociétés, finalement. Et ce que Mills dit, oui, il y a le contrat social, mais il y a le contrat racial. C'est comment la société moderne a été bâtie intimement, avec une grande proximité avec la notion de race, parce que c'est ce qui a permis cette vision de personne sous personne, c'est ce qui a permis l'esclavage transatlantique, c'est ce qui a permis la colonisation des Amériques, les génocides des Autochtones, par la suite la colonisation de l'Afrique, du reste du monde par l'Europe et l'Occident. Et tout ça, eh bien, est intimement lié à la déshumanisation des gens qu'on veut coloniser, la déshumanisation des gens qu'on veut réduire en esclavage. Et il n'y a pas de monde moderne sans la révolution industrielle, et il n'y a pas de révolution industrielle sans l'esclavage transatlantique et l'exploitation du territoire autochtone, qui sont les Amériques et qui ont été dépopulés en raison du génocide. Et donc, ce que Mills dit, c'est que Mills il dit que ce contrat racial-là, eh bien, c'est la manière dont la notion de race est née, dont la blanchité est née, et Mhm. qu'à travers cette blanchité-là, on a établi des systèmes de pouvoir, de privilèges liés à la notion de race, liés à la couleur de la peau. Mhm. Le contrat racial, c'est à la fois une mise en contexte d'un travail qui a été réalisé, si on veut, pour légitimer cette hiérarchisation historiquement présentée par l'Europe, c'est-à-dire que nous sommes les hommes, le reste, ce sont des sous-hommes. Mhm. Et pourquoi aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure dès le début, la nécessité d'une démarche pareille, de la traduction d'un texte porteur essentiel, je crois, dans cette dynamique de revendication, parce qu'on revient à une dynamique de revendication. Mais Webster, un texte comme le contrat racial représente aujourd'hui quoi en dehors de la démarche d'une demande de reconnaissance? Comment faire pousser ce travail un peu plus loin? Ben, Et, en et- et fait, là, et je sais que là, je fais appel euh, aussi aux rappeurs en dehors de celui qui a fait le travail, mais c'est aussi le citoyen engagé que vous êtes sur plusieurs tableaux. On en parlera tout à l'heure. mhm. Bien, déjà, ce que Mills dit, c'est que pour pouvoir guérir les choses, il faut les nommer. Mm. Et donc, en remettant le racisme et la suprématie blanche au centre de la discussion, nous permet de comprendre bien des inégalités dans nos sociétés, que ce soit d'un point de vue planétaire entre le nord et le sud, d'un point de vue local entre quartiers favorisés et défavorisés, ou encore au point de vue des individus. Et donc, c'est là qu'on peut comprendre le privilège blanc, comment des privilèges ont été mis de l'avant pendant plusieurs siècles, comment d'autres personnes n'ont pas eu accès aux mêmes privilèges. Et en pouvant nommer, ça nous permet de savoir, ça nous permet de combattre. Par exemple, ici au Québec, on a un premier ministre et un gouvernement qui refusent de reconnaître le racisme systémique, qui refusent de reconnaître le féminisme intersectionnel. Et donc, on est à une place où est-ce que, en refusant de nommer ces mots, en refusant de nommer euh, ces problématiques-là, eh bien, on ne peut pas avoir les outils nécessaires, du moins les outils conceptuels
pour pouvoir Les combattre. contrer ce statu quo inégal. On n'a pas les outils pour pouvoir réparer, finalement, guérir et aller de l'avant en tant que société. Donc, tant qu'on ne peut pas le reconnaître, on va maintenir ce statu quo inégal-là et, dans le cas local, une québécité à deux vitesses. Et on peut aller dans un cadre global, une humanité à deux vitesses. Et par exemple, dans ce contexte, parce que nous avons glissé doucement et j'ai aimé la transition que vous avez faite, j'hésitais un peu pour parler de votre travail, par exemple, comme rappeur, mais vous êtes aussi historien. Mhm. Et, et dans ce contexte historique auquel nous allons revenir par rapport au livre de Mills, faisons le lien avec l'actualité. Comment quelqu'un dans votre engagement, dans vos sphères d'engagement qui sont nombreuses, comment vous voyez l'évolution au Québec? Parce qu'en même temps, je crois que le refus, parce que c'est ça la démarche, le refus d'engager un débat sur le racisme systémique de la part d'un gouvernement, c'est aussi une forme de fermeture. Comment vous avez vu l'évolution du débat sur le racisme au Québec au cours des dernières années? Est-ce que nous Ouais, avons... comme vous l'avez dit, oui, comme vous avez dit, c'est une forme de fermeture et c'est un positionnement en soi. C'est-à-dire qu'on comprend que le gouvernement Legault a une vision très arrêtée de la québécité et des enjeux au Québec. Et donc, à travers les positionnements de ce gouvernement, on comprend qu'on crée deux classes de citoyens, deux classes de problèmes, deux classes de ressenti finalement. C'est-à-dire que ce qu'une partie de la population ressent et éprouvé scientifiquement n'a pas le même poids que ce que peut ressentir justement ce gouvernement ou le bien des électeurs, des électrices de ce gouvernement. Et donc maintenant, la conversation autour du racisme au Québec, c'est assez compliqué parce que à chaque fois qu'il y a une controverse liée à cette notion-là, on part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit dans les médias, les journalistes, les chroniqueurs, chroniqueuses vont aller dans tous les sens sans avoir une maîtrise de ce sujet-là, mais vont nous dire comment est-ce qu'on devrait se sentir, comment est-ce qu'on devrait penser, des gens qui n'ont jamais vécu ces dynamiques-là. Et c'est pour ça que je parle de hiérarchie du ressenti. Et donc, au Québec, on n'arrive pas à avoir ces discussions-là, ce qui fait que on remet toujours à plus tard. Il y a une controverse, tout le monde s'emballe, la controverse s'épuise, on remet cette notion de racisme, racisme systémique, inégalité liée à la notion de race, on remet ça sur le tapis jusqu'à la prochaine controverse. Et donc, en tant que société, on n'acquiert pas les outils, on n'acquiert pas la maturité pour être en mesure de bien parler de ces questions-là, d'en bien faire le tour, de bien nuancer ces différentes questions-là. Vous voyez le travail qu'on a fait, disons, dans les 30 dernières années par rapport au féminisme, par rapport à l'homophobie. Ce sont des questions qu'on arrive à avoir en tant que société qui nous permettent de nuancer, de mieux comprendre et de prendre des actions concrètes pour contrer le sexisme, pour contrer l'homophobie, une plus grande acceptation de ces différents groupes marginalisés. Tandis que pour la dite notion de race, donc pour le racisme, puisqu'on n'arrive jamais à avoir cette discussion-là de manière saine et posée, eh bien, on n'arrive pas à développer les outils nécessaires pour pouvoir passer à une étape supérieure, passer au-delà de la représentativité cosmétique. C'est-à-dire qu'on va changer le visage des personnes dans les publicités. On va changer le visage des personnes devant la caméra, mais sans plus. Ah oui, Et donc, et on va surtout utiliser la notion du token, ouais, de la pièce de service pour essayer de cacher le vrai problème. Maintenant que vous avez exactement. évoqué Webster, cette réalité quotidienne, cette façon de faire l'économie de débat important
Mhm. ou payer un prix plus important un peu plus loin parce qu'on va de controverse en controverse. J'ai envie de vous demander, puisque vous avez parlé de la hiérarchisation du ressenti, qu'est-ce que vous pensez du débat sur euh, la nécessité de renommer des rues, de déboulonner des statues, de renommer des universités? On arrivera tout à l'heure au mot en haine, mais d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cet exercice-là? Est-ce que c'est un exercice important? Ah, absolument, c'est très certainement important parce que notre manière de faire l'histoire depuis plusieurs siècles est très eurocentrée, très ethnocentrée, Mhm. et tout un pan de la population a été effacé. Et pour vous dire, je suis sur le comité de toponymie de la ville de Québec et aussi sur la commission des lieux et monuments historiques du Canada. Très bien. Donc, on travaille justement à la commémoration. Et il y a des gens qu'on a commémorés à une certaine époque qui ont été des criminels, des gens qui ont contribué que ce soit à des génocides ou à l'exclusion, et qui sont, alors je pense à Johnny MacDonald, entre autres, des Mhm. gens qui ne passent plus le test de la moralité. C'est-à-dire que oui, c'était un premier ministre, mais au-delà du premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Quel impact a-t-il eu auprès de d'autres populations? Et donc, oui, je suis très à l'aise avec le fait de changer de nom, de déboulonner, et je crois que c'est du cas par cas. Je crois qu'on doit prendre chaque personnage ou chaque nom de rue, chaque nom d'école et voir est-ce qu'on change ou pas, est-ce qu'on ajoute une note ou pas. Donc, c'est pas dichotomique, on enlève ou pas. Parfois, il s'agit de rajouter une note pour dire cette personne a participé à telle chose ou cette personne a eu des esclaves. Donc, il y a ce travail à faire qui nous permet d'avoir une plus grande vision de ce que nous sommes en tant que société et de ce qu'a été notre histoire. Et bien sûr, au-delà de tout ça, il faut nommer et poser d'autres statuts, nommer d'autres noms de rues, d'autres noms de bâtiments. Donc, on peut en enlever, mais il faut en rajouter des personnes autochtones, des personnes racisées, des femmes, des personnes XY, donc, qui ont contribué aussi à l'histoire, mais qui, de par leur marginalisation, ont complètement été oubliées du processus commémoratif. Et donc, au-delà d'enlever, il faut rajouter. Est-ce que, Webster, le fait de euh, vouloir éliminer le mot en haine, ok, comme on dit pour ne pas le nommer, est-ce que le fait de vouloir l'éliminer n'est pas, comme disent certains, une reconsidération de l'histoire, dans certains cas, une négation de l'histoire? Je crois pas. En fait, c'est justement, c'est de regarder cette histoire-là, de comprendre l'histoire, parce qu'il y a bien des gens qui ne comprennent pas la charge historique de ce mot-là. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de liberté d'expression ou de liberté académique, mais j'entends personne parler de responsabilité d'expression, de responsabilité académique face à la lourdeur historique de ce mot-là. Et donc, c'est pour ça, pour ma part, je dis, il faut faire attention à notre manière de l'utiliser, à la manière de le projeter dans l'espace public. Tu sais, il y a des mots qu'on ne dit pas à heure de grande écoute à la télé. Et on n'en fait pas, pourtant, on n'en fait pas un gros plat. Il y a on pense juste au sacre. Les, les gens ne sacrent pas au téléjournal. Absolument. Et donc, ce mot-là, c'est en fait, les gens se battent. On va même trouver des détours pour, au lieu de tar, on va dire slack, etc. Tu comprends? Mais exactement, mais pourtant, ce mot-là, les gens n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ne sont pas affectés par ce mot-là. Les gens veulent absolument le dire parce qu'ils ne comprennent pas ce mot, ils ne comprennent pas la charge, ils ne connaissent pas l'histoire qui accompagne ce mot-là. Et comme souvent, je suis dans les écoles et je dis aux jeunes, ce mot-là n'est pas synonyme de noir. Je dis, c'est synonyme de viol. Et c'est synonyme d'inceste. Et c'est synonyme de ces gens à qui on a coupé les pieds pour pas qu'ils s'enfuient. Et des gens qu'on a pendus à des arbres dans le sud des États-Unis. Et donc, je fais la longue litanie des sévices corporels. C'est très violent, mais je veux qu'ils comprennent la violence qui accompagne ce mot-là. Très bien. Puis, bien sûr, on va dire oui, c'est synonyme de résistance, oui, c'est synonyme de force, de courage, mais en raison du contexte oppressif.
Et donc, ce mot-là, pour moi, doit être utilisé comme on utilise les sacres. Ben, pas utilisé, mais doit être manipulé comme, Mhm. comme on manipule les sacres à la télé. Donc, je crois qu'il faut faire attention. Et après ça, il y a encore une fois, je crois que ça dépend des cas, ça dépend des contextes. On ramène toujours, admettons, le livre Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière. Mais moi, je dis, tu sais quoi, gardons le titre comme ça ne me dérange pas. Mhm. Mais en plus de ça, ça nous permet de comprendre la vision de Pierre Vallière et comment est-ce qu'elle a oublié les Noirs du Québec dans ses écrits. Mhm. Et donc, ça nous permet d'avoir une discussion historique beaucoup plus large. Que oui, il était influencé par la négritude de Césaire, oui, il était influencé par Fanon, oui, il était influencé par les Black Panthers, mais oui, il a oublié toute la lutte des Afro-Montréalais, des Afro-Québécois à cette époque-là, pour montrer l'invisibilité de ces gens-là, puis montrer aussi comment le Québec s'est lui-même racisé en s'appropriant un vocabulaire oppressif qui a été utilisé pour des gens, ceux qu'on dit les nègres noirs, hein? Ceux qui l'ont réellement vécu. Et donc, il y a plusieurs degrés d'analyse là qui peut nous amener à mieux comprendre le contexte dans lequel ça a été écrit et cet oubli aussi, cette Professeur, vous êtes amnésie. artiste. Il y a eu la question de l'appropriation, hein, Mhm. puisque c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit à un certain moment. Et comme vous l'aviez dit, on fait l'économie, comme je l'ai dit, et vous avez utilisé ce terme de controverse en controverse. Est-ce qu'on finira par arriver de controverse en controverse jusqu'à une controverse finale pour poser les vrais problèmes? Je ne sais pas, mais pour le moment, c'est vrai qu'on s'en va de controverse en controverse. La question, par exemple, de l'appropriation, vous pensez quoi? Parce qu'il y a des gens qui disent, il y a des Noirs, qui interprètent des musiques européennes. La musique classique, on prend l'exemple d'une soprano, par exemple. Mhm. Et pourquoi le débat a fait tout ce... Pourquoi il y a eu tout ce tintamarre, tout ce bruit autour du fait que dans une production, que ce soit des Blancs qu'on a fait interpréter ou bien des chansons ou bien des personnages noirs. Bon, il y a beaucoup d'éléments ici. Mais le premier, je dis, c'est une question de pouvoir. Qu'une personne noire fasse de la musique classique, c'est, c'est, c'est pas la même chose. Parce que, bon, déjà, quand on parle d'appropriation, il y a l'hommage aussi, il y a l'échange. Mais c'est, toutes ces questions sont indissociables de la notion de pouvoir. Et donc, ici, dans le cas de Slav en particulier, on a un homme qui est le plus grand metteur en scène du Québec qui se penche sur cette histoire-là sans les gens qui sont directement encore aujourd'hui touchés par cette histoire-là. Et donc, on en revient au dernier siècle, c'est-à-dire 19e, 20e siècle, où on a des Européens, des Occidentaux, des personnes blanches qui ont raconté l'histoire de l'Afrique, qui ont raconté l'histoire d'Haïti, qui ont raconté les histoires noires d'un point de vue extérieur, sans faire contribuer les gens qui sont issus de ces cultures-là. Donc là, quand on parle de pouvoir, c'est que pendant des siècles, on a eu nos histoires racontées de l'extérieur et nos propres voix n'ont jamais été au chapitre et on n'a jamais eu euh, la- les mêmes pouvoirs finalement de mettre de l'avant nos récits. Et donc le problème est là. Et quand on parle de Slaves en tant que tel, ben, on parle de chants qui sont nés dans un esclavage racialisé. C'est-à-dire que ces gens étaient en esclavage parce qu'ils étaient noirs. Mhm. Et donc, de retirer la pigmentation, de retirer l'africanité de l'équation, eh bien, c'est une insulte finalement à ces gens qui en sont morts, à ces gens qui ont chanté, qui ont chanté ces chansons-là pour se donner le courage, pour pouvoir survivre à ces oppressions-là. Et donc, de retirer l'africanité de cette question-là, ben, c'est un affront finalement, parce que c'est un esclavage qui était lié très intimement à la couleur de la peau de ces gens-là.
est-ce qu'on est mûr? Est-ce qu'on est dû pour un nouveau, ou ça n'a jamais existé, un contrat racial au Québec? Bah, on est déjà dans un contrat racial au Québec, parce que le contrat racial de Charles Mills raconte l'histoire de l'Occident et de son rapport avec le reste du monde, raconte les sociétés coloniales qui sont nées de la colonisation, et donc on est en plein dedans. Et comme dirait Mills, maintenant, ce qu'on veut, c'est revenir à un vrai contrat social. C'est-à-dire que les idéaux du contrat social, qui sont liberté, égalité, fraternité, pour reprendre les mots de la Révolution française, euh, sont des idéaux qui sont très bien. Mais le problème, c'est dans l'application différenciée de ces idéaux-là. Et donc, on veut revenir vers les idéaux pour en faire une société nouvelle, une société qui est plus juste et plus égalitaire. Mais pour ça, il faut savoir le nommer. Il faut savoir aussi sortir du cadre capitaliste d'exploitation. Ça, c'est une autre entrevue, c'est autre chose. Mais le capitalisme est intimement lié à tout ça. Donc, il faut sortir même du paradigme, du cadre de pensée, de comment se penser en société, notre rapport au monde. Et quand on regarde la perspective de ce nouveau contrat social à réaliser, c'est aussi se demander, Webster, parce que moi je crois qu'il y a 16 économies qui sont faites par rapport à des débats importants. Je me demande, est-ce que en évoquant la question du racisme systémique, en évacuant la question du racisme systémique par de faux procédés, de mauvais procédés, en évacuant le débat sur ci, le débat sur ça, etc., euh, et en voyant, parce qu'il y a un retour à une certaine violence entre les jeunes qu'on avait vus durant les années 80, 90, etc. On a l'impression que les jeunes noirs, dans des écoles en particulier, il y a des conflits qui reviennent dans des écoles. Est-ce que ça n'a pas pour effet, justement, de dire à ces jeunes que ce que vos prédécesseurs avaient subi, pas vos ancêtres, ce que vos parents, vos grands-parents avaient subi, le Québec d'aujourd'hui n'est toujours pas prêt à réparer les torts, ne serait-ce que dans un changement d'attitude. Et c'est pour ça que je reviens au fait, est-ce qu'il ne faudrait pas, je suis d'accord avec toi, avec vous sur le fait que au lieu d'un nouveau contrat racial, c'est un nouveau contrat social. Est-ce que dans ce contexte-là, il n'y a pas un message à envoyer dans un changement d'attitude, dans l'ouverture qu'il faut pour poser les vrais problèmes, un message aux jeunes générations? Ben, en fait, je crois qu'il faut un changement d'attitude de la part des décideurs, parce que ces violences qu'on voit dans les quartiers, dans les écoles, c'est un symptôme du racisme systémique. C'est un symptôme de ces privilèges différenciés. C'est un symptôme de cette manière d'avoir bâti une société à deux vitesses. Donc, quand on regarde les quartiers favorisés qui sont fortement blancs, les quartiers défavorisés qui sont fortement racisés, bien, ces quartiers défavorisés ne le sont pas parce que ce sont des gens qui sont racisés qui s'y trouvent. Parce que ben, c'est le contrat racial. Et Miz l'explique du point de vue local, comment le contrat racial s'articule. Et donc, ces quartiers, ces écoles sous-financées, ces jeunes qui sont avec des parents qui souvent ont de la difficulté à joindre les deux bouts parce que contrat racial oblige, racisme dans le milieu d'emploi, difficulté à gravir les échelons en raison du racisme. Donc, tout ça est un tout. Et donc, si on est capable de regarder le racisme systémique en face, si on est capable de s'y attaquer, de faire des vrais changements, eh bien, ça aura un impact sur le reste de la société. Et donc, ces jeunes se sentent exclus du mouvement social, du mouvement vers l'avant. Ces jeunes se sentent exclus de l'identité même québécoise. Parce que pendant longtemps, ben, on ne se voit pas à la télé, on ne se voit pas à la radio, on n'est pas en poste de pouvoir. Donc, ces jeunes même se sentent en parallèle
de notre société, comme moi, je me suis senti en parallèle pendant longtemps, jusqu'à ce que j'entre en contact avec la culture hip-hop. Très bien. Et donc, tout Vous c'est pensez que ça, par exemple, a eu un effet notable sur votre évolution? tout à fait, parce que la culture hip-hop m'a donné une voix, m'a permis d'articuler ma voix dans l'espace public à travers des chansons et par la suite à travers des entrevues, à travers ma présence dans l'espace public. Et tout ça, c'est intimement lié au fait que j'ai commencé à rapper à l'âge de 15 ans. Et donc, je crois qu'il y a plusieurs éléments ici, mais pour revenir sur la question du racisme au Québec, je crois qu'on a banalisé le racisme dans l'espace public avec plusieurs chroniqueurs, chroniqueuses, avec plusieurs membres du gouvernement qui tiennent des propos islamophobes, xénophobes et racistes dans l'espace public, mais on le banalise et bien des journalistes et commentateurs ont de la difficulté à le nommer comme tel. Très bien. Et, et donc, je ne suis pas très optimiste pour la suite, mais on n'a pas le choix d'être optimiste. Et donc, je veux dire, on va juste continuer à avancer, on n'a pas le choix. Oui, absolument. Le combat continue. Voilà. Webster, j'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous serez avec nous en tête-à-tête pour discuter de tellement de choses, parce qu'on Hmm. n'a pas encore parlé à l'artiste. Là, c'est à On l'historien. effleure. Donc, j'espère qu'on pourra se parler une prochaine fois. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.